La Première Guerre mondiale, qui éclate en Europe, est aussi l'affaire de l'Afrique, puisque le rêve de grandeur des puissances européennes, c'est en Afrique d'abord qu'il s'exprime. Une réalité se fait jour trop rarement mise en évidence. En 1914, les colonies africaines représentent la plus grande longueur de frontières communes aux belligérants européens. Cela explique en partie que l'Afrique sera doublement impliquée dans ce conflit mondial, à la fois comme terre de combat et comme réservoir de combattants. En France, très préoccupé par la crise démographique de son pays, le colonel Mangin avait publié en 1910 un ouvrage à succès, La Force Noire. Les troupes noires, y écrivait-il, ont les qualités que réclame la guerre moderne: rusticité, endurance, instinct du combat, absence de nervosité. Leur arrivée sur le champ de bataille produira sur l'adversaire un effet considérable. Et même si le gouvernement ne retient pas l'essentiel des propositions de Mangin, la France va tout de même se distinguer. Alors que les troupes coloniales des autres puissances belligérantes restent confinées sur le continent, la France mobilise les siennes sur le front européen. Ces images d'Épinal, extraites du Petit Journal, hebdomadaire populaire à grand tirage du début du siècle, racontent la première intervention des tirailleurs sénégalais hors de leur territoire au Maroc en 1908. Créés par le général Faidherbe à la fin du Second Empire, ils furent composés au début de la colonisation d'esclaves rachetés, ensuite d'engagés. Ils formeront pendant la Première Guerre mondiale la Force Noire, tant vantée à l'époque par le général Mangin. Plus chère à canon que force réellement opérationnelle au commencement de la guerre, elle servira surtout à combler les pertes européennes occasionnées par la boucherie du chemin des Dames et de Verdun. Pour justifier l'emploi inconsidéré et sanglant de ce matériel humain, les politiques français mettront en avant au début du siècle le coût de la colonisation. En 1909, Messimy, alors ministre de la guerre, déclarait « L'Afrique noire nous a coûté des monceaux d'or, des millions de soldats et des flots de sang. Mais les hommes et le sang, elle doit nous les rendre avec usure. » Dès les premiers combats de 1914, cette soi-disant dette se soldera par un carnage. Mal préparés, mal employés, paralysés par le froid, les premiers bataillons sénégalais engagés sur le front seront massacrés. À la fin de la Première Guerre mondiale, sur 134 000 tirailleurs sénégalais engagés, 30 000 furent tués et 35 000 blessés. La défaite de la France. Comment va-t-on réagir à ce séisme dans ces colonies d'Afrique? Comment va-t-on accueillir la politique de collaboration du maréchal Pétain? Maréchal Pétain. Maréchal Pétain. Connais pas Maréchal Pétain? Non, connais pas. Grand chef, commande Afrique tout. Commande tout. Maréchal Pétain. Commande papa, moi, maman. Oui, Maréchal Pétain. Commande lieutenant, adjudant, caporal, tout. Bon, commande papa, moi, maman, commande moi. Curriculum. C'est le chef de la France. Compris maintenant? Chef de la France? Oui, compris. Heureusement, il y avait les colonies. Alors De Gaulle s'est rabattu sur ces colonies avec l'aide du noir Félix Houphouët que tout le monde connaît. Ces gens-là ont rallié et ça a permis à la France d'avoir des troupes et puis de se rehausser comme puissance combattante. Mais sans l'apport de ces noirs-là, mais il n'y aurait pas de France libre. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. À l'appel du général de Gaulle, Eboué dresse le Tchad dans la guerre. C'est au sourire de l'inévitable alsacienne qu'une propagande infantile recourt pour exalter la mère patrie et mobiliser pour voler à son secours quelques 250 000 tirailleurs sénégalais en 1939. Fêtez, et ici à la frontière plus encore que partout ailleurs, allez confiants vers votre devoir, soldats de France, soldats d'un empire de 100 millions d'habitants. De toute l'Afrique noire en particulier, et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont ralliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie, dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade. Les peuples de race noire savent que notre pays, après avoir largement amélioré leurs conditions,
ne connaît pas plus de distinction religieuse qu'ethnique. Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications coloniales allemandes et par une doctrine fondée sur un concept de supériorité raciale. There were activities there among Je me souviens qu'au King's College de Lagos, il y avait des étudiants engagés qui remettaient en question la domination coloniale en Afrique de l'Ouest. Ils furent arrêtés et certains furent même envoyés à la guerre. C'était une forme de punition. Cela a affecté les relations entre les leaders nationalistes et le pouvoir colonial. Car les nationalistes disaient « Cette guerre est-elle la nôtre ? Pourquoi participerions-nous à un conflit entre des pays d'Europe qui ont non seulement dépouillé le continent africain de son capital humain pendant des siècles, durant la traite des Noirs, mais qui en plus continuent à s'approprier les ressources des colonies. Bref, en quoi cette guerre nous concerne-t-elle ? D'un autre côté, il y avait aussi les leaders qui voyaient ou qui croyaient voir un enjeu plus important, la nécessité de vaincre le nazisme. Un an plus tard, les Britanniques, avec les mêmes soldats noirs issus de leur colonie, débarquent à Madagascar. Pour y affronter et pour y vaincre, les forces françaises restaient fidèles à Vichy. Ce n'est pas vraiment cette présence anglaise qui a laissé plus de traces à Madagascar, mais la confrontation entre les tirailleurs français, que les Malgaches appelaient les Sénégalais, et les tirailleurs anglais, qui étaient les Zoulous. Et c'était quelque chose d'assez choquant pour la population malgache de voir des Blancs, en fait, des Anglais et des Français, faire se battre des Noirs. Et de se dire que les Blancs, ils mènent leur guerre à travers les Noirs. L'Afrique ne gagne rien pour sa participation à la victoire et demeure sous tutelle européenne. La France et la Grande-Bretagne se partagent le Togo et le Cameroun, tandis que la Belgique et la Grande-Bretagne reçoivent les dépouilles de l'empire est-africain de l'Allemagne. L'Afrique du Sud se voyant attribuer pour sa part le sud-ouest africain. Mais la plupart de ces promesses, celles notamment d'une citoyenneté accordée pour service rendu à la patrie reconnaissante, ne seront pas respectées. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas honoré ses promesses. Si on voulait tirer une conclusion, on peut dire que bon, les Français ne sont pas reconnaissants. Puisqu'ils ont promis, on les a suivis, et après, ils n'ont plus honoré leurs promesses. C'est ce qu'on peut dire. Et on croise les bras pour attendre d'autres choses. Mais nous disons, enfants, vous aurez encore un autre problème et vous avez besoin de nous encore. On arrive, on vous attend. Quand les troupes de Leclerc ont débarqué en France, c'est en majorité des coloniaux. Et qui dit coloniaux, dit noirs, forcément. Forcément, l'encadrement peut être des Européens, mais il y a toujours le gros de la troupe, c'était des Noirs. Alors, la 9e DIC est rentrée avec la 2e DB, la majorité, c'était des troupes noires. Dès qu'ils sont rentrés à Paris, qu'on a vu que De Gaulle est rentré à Paris avec la 2e DB, on a blanchi les troupes. Le 6e RTS est devenu 6e RIC. Le recrutement s'est fait par des jeunes de l'Est venant de la Haute-Marne et d'ailleurs. Pourquoi, à votre avis ? Parce que la France ne voulait pas donner l'impression aux Alliés ou aux Allemands qu'elle a gagné grâce à des Noirs. À Marseille, le général Ingold visite les combattants sénégalais qui vont regagner par avion leur terre natale. Un viatique sous forme de colis individuel est offert par la générale à chacun des rapatriés. La France n'oublie pas la part prépondérante qu'ont pris ses soldats d'élite aux campagnes décisives.
En quelques heures, le Dakota va ramener au pays ces hommes dont la plupart n'ont pas cessé de combattre pendant 5 ans. On les a vus partout où le communiqué enregistrait des victoires. On les a vus aussi stoïques sous le froid que sous le feu. Ils ont bien mérité de revoir le soleil de Dakar. Le soleil du retour, ce sera les baraquements du camp de Tiaroy, dans la banlieue de Dakar, où seront parqués les tirailleurs rentrant des stalags ou des maquis. Le monde a basculé avec les capitulations du Troisième Reich, mais pour l'administration coloniale restée sur place, rien n'a changé. En refusant de payer tous leurs arriérés de soldes et de reconnaître les titres acquis par certains dans la résistance en France, elle pousse les tirailleurs à l'émeute. Le 1er décembre 1944, appelé en renfort, des unités du 1er, du 7e RTS, ainsi que des gendarmes, ouvriront le feu sur les rapatriés pour établir l'ordre. 35 des mutins seront tués, 33 blessés et 48 emprisonnés. Parmi eux, Doudou Diallo, futur député et deuxième adjoint au maire de Dakar. En novembre-décembre 1944, parce que des promesses avaient été faites aux anciens combattants, ils devaient recevoir des pécules en France, on leur a dit d'aller à Tiaroy et qu'ils les recevraient à Tiaroy. À Tiaroy, ça a été du dilatoire. On négociait, le montant à donner, vous ne méritez pas ça, vous n'avez pas pu justifier le temps que vous avez passé au front, donc avec beaucoup d'humiliation. Au suivant, ceinture, chaussures, là-bas. Je ne pensais pas qu'ils allaient accepter si vite, mon capitaine. Ah, je les connais. J'ai fait le Niger, le Dahomey, le Congo. Alors 10 ans de colonial, ça compte. Regardez-les, ce sont de grands enfants. Le taux, c'est 1000 francs métropolitains pour 250 francs CFA. Au donne, il allait. Mais mon commandant, le taux normal, c'est 1000 francs métropolitains pour 500 francs CFA. Et voilà comment? J'ai ordre de payer 1000 francs métropolitains pour 250 francs CFA. C'est beaucoup d'argent pour vous. Qui nous dit que tout cet argent n'a pas été volé sur les champs de bataille en dépouillant les morts? Tout le monde a entendu, ma commandant. Il est dit, nous voler à 100 soldats, mourir sans des batailles. Allah Kibaro. Dieu voit tout le monde. Pays dit, si commandant coupait notre l'argent, nous aussi, nous couper son bangala. Mais mon commandant, vous osez insinuer de telles inepties? Pouvez-vous nous prouver l'origine de cet argent? Mon commandant, vous insultez des soldats qui ont été de toutes les batailles. Ils étaient de la première armée de la France libre, qui partit de Fort Lamy à traverser le Tibesti à chasser les soldats de Mussolini à Koufra dans le sud libyen. Ce sont eux qui les premiers sont entrés à Tripoli. Ce sont encore eux qui les premiers en août 44 sont entrés à Paris. Je n'ai pas fini, mon commandant. Où étiez-vous en 1940? Oui, où étiez-vous, vous, là, en 1939-40? Déplanqués. Ces tirailleurs sont de la 7e armée française. À Abbeville, soldats français, anglais, hollandais, belges, luxembourgeois, devant la 2e Panzer Division du général allemand Guderian, nous avons fui jusqu'à Dunkerque. Savez-vous qu'on a refusé à ces hommes de prendre le bateau pour gagner l'Angleterre? C'est vrai ça. Connaissez-vous le capitaine Tchoréré de la 53e infanterie coloniale? Un capitaine nègre. Son dernier acte d'officier français, mais nègre. Au camp de concentration de Buchenwald, les Allemands avaient rassemblé tous les prisonniers, officiers et hommes de troupe. Les officiers blancs de côté. Les hommes de troupe blancs de côté. Et tous les nègres de l'autre. Le capitaine Tchoréré, noir comme du charbon, a traversé tout le champ et est venu rejoindre les officiers blancs, car c'était un officier. L'officier allemand responsable du camp lui intima l'ordre de se désolidariser des officiers blancs. Le capitaine Tchoréré refusa. Séance tenante. Il fut fusillé devant les officiers blancs. Et aucun de ces officiers n'eut le courage de protester, ni même celui de murmurer.
Ce sont quelques tirailleurs qui, au risque de leur vie, ont enterré le capitaine Tchoréré dans l'anonymat et sans drapeau. Caporal-chef Diarra. Nam. Appelez-moi pays. En voici un qui n'a plus toute sa raison. Croyez-vous que celui-là aussi a volé son argent? Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, aux pécules, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les geôles allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Et nous les croyons. Devons-nous penser qu'il y a deux France, la métropole et la coloniale? Ici, vous osez nous accuser d'être des dépouilleurs de cadavres. Connaissez-vous les détrousseurs de cadavres? Nous, tirailleurs, nous avons vu ceux qui ouvraient la bouche des cadavres pour leur arracher les dents en or et en argent. Ceux qui mutilèrent les doigts des cadavres pour leur prendre les bagues et les alliances. Voulez-vous que je vous parle des collaborateurs français de la Gestapo? Il ne s'agit pas de connaître les colonies ou les indigènes, comme vous dites. Il s'agit purement et simplement de respecter nos engagements. Les combattants français, blancs, eux, ont été payés. Et pourquoi ce contentieux n'a-t-il pas été réglé en métropole? Vous les avez baladés d'une garnison à l'autre avec des promesses fallacieuses. Nous, ici en Afrique, nous n'y pouvons rien. À Morlaix, une avance leur a été donnée, avec la promesse absolue qu'ils seraient intégralement payés dès leur arrivée à Dakar. D'ailleurs, mon général, je vous ai fait une note dans ce sens. Oui, c'est ça. Repos! Vous savez que l'armée, c'est la discipline. L'obéissance à ses supérieurs. De plus, les Américains sont nos alliés. Et vous n'avez pas à faire la loi ici. En raison de votre passé et de vos bons et loyaux services rendus à la France, je ne prendrai pas de sanctions. Et vous allez rentrer dans vos villages respectifs. Ceux du Niger, du Soudan et de la Côte d'Ivoire rentreront les premiers, acheminés par le train jusqu'à Bamako. Les autres seront partagés en deux groupes. Le premier rejoindra le 6e RAC et le deuxième sera affecté au 7e régiment des tirailleurs sénégalais. Votre argent, vos billets, seront échangés dès demain matin au taux de 1000 francs français pour 250 francs CFA. Aucune contestation n'est possible. Hein? Imatonyafo. Ma général, pas véritablement ça. 1000 francs francis pour 500 francs africains. C'est ça la vérité. Mets-toi au garde à vous, toi. Et encore, garde à vous. Moi, longtemps, garde à vous. Makou, garde à vous. Nous ne partons pas si nous ne prenons pas argent. 1000 francs francis pour 500 francs africains. Vous serez traduit devant le tribunal militaire. Caporal chef, général Manti, nous gardez général. Capitaine! Capitaine! Alors, tu comprends ma pensée? Moi, pas école. Moi, tirailleur. Tirailleur, pas école. Tirailleur qu'on a tiré fusil. Tirailleur qu'on a se consigne. La guerre. La guerre. Hein? Nous vivons beaucoup de cadavres. Ici. Tous hommes. Toi, homme. Moi, homme. Lui, homme. Alors, tu comprends rien? Ah. Cadavre noir. Cadavre blanc. Kif bourrico. Alors, pourquoi toi ne veux pas payer nous? Hein? Mais nous, on dit mon émina.
la guerre, qui est une accoucheuse de révolution, a créé une ambiance et a même éveillé un nationalisme, des revendications qui ne paraissaient pas évidentes ni normales autrefois, avant-guerre. Qu'il y a eu aussi Brazzaville, malgré ses restrictions, qu'il y a eu les condamnations. Il y a eu des gens de mon pays qui ont été condamnés à mort et fusillés pour gaullisme. Que tout cela ne pouvait conduire qu'à une chose, c'est de dire non. Après cette guerre, nous ne pouvons plus rester ce que nous étions.